Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. On se retrouve donc, Gabriel Martinez-Gros, dans la deuxième partie de cet enregistrement où nous souhaiterions présenter aux collègues du secondaire à la fois peut-être un personnage emblématique de la période d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane, et aussi peut-être un document que les collègues justement pourraient réutiliser en classe de 5e ou en classe de seconde avec leurs élèves. Voilà, alors qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, c'est un choix difficile, évidemment. J'avais pensé à un objet et à un personnage qui, curieusement, lui est lié. Alors, comme ça, on fait tout en même temps, hein. Indirectement lié, à vrai dire. L'objet, c'est ce qu'on appelle la pyxide d'Almorera. Alors, c'est un mot étrange, bizarre. Pyxide se traduit en anglais casquette, c'est-à-dire tout simplement, c'est une boîte. Probablement une boîte à onguents, mais elle se trouve aujourd'hui au Louvre, tout simplement, cette pyxide d'Almorera. Et c'est une magnifique boîte tirée du travail de la défense en ivoire d'un éléphant, hein, tout simplement. L'ivoire était extrêmement rare et il manifeste probablement, hein, la présence de cet ivoire en Al-Andalus manifeste probablement l'intensité relative, hein, de la relation avec le Maghreb et avec l'Afrique noire à partir de la deuxième moitié du Xe siècle, lorsque on commence à établir de façon régulière des relations au-delà du Sahara avec ce fameux royaume du Ghana que les Almoravides vont détruire à la fin du XIe siècle. On importe de l'or, on importe des esclaves déjà en très grand nombre, des esclaves africains, et on importe aussi de l'ivoire, de l'ivoire d'éléphant. Et donc cette pyxide d'Almorera est issue d'un seul bloc d'ivoire, et c'est une des œuvres absolument majeures, absolument emblématiques de l'art islamique. Pour ceux qui visitent, qui visiteront le département des arts de l'islam du Louvre, c'est pratiquement dès l'entrée, hein, vous avez une espèce de vitrine, enfin vous avez une vitrine, c'est pas une espèce de vitrine, c'est une vitrine qui vous présente deux des chefs-d'œuvre du Xe siècle, du premier islam, on peut dire, puisque malheureusement l'essentiel a péri dans un naufrage absolument radical, hein, de ce premier islam. Et parmi ces deux œuvres, vous avez ce qu'on appelle une aiguière, c'est-à-dire une carafe, hein, tout simplement fatimide en cristal de roche, taillée au Caire à la fin du Xe siècle, et cette pyxide d'Almorera, qui est donc taillée dans l'ivoire, en Al-Andalus à la fin du Xe siècle. Alors, elle s'appelle pyxide d'Almorera parce qu'elle a été faite pour un prince, qui était alors le prince héritier d'Al-Andalus. Nous sommes en 968, ce prince a probablement 18 ans, c'est probablement pour ses 18 ans, qui correspondait en gros à l'âge de la majorité, que la pyxide a été faite pour lui. Il est héritier, pourquoi ? C'est le frère du roi régnant, du calife régnant, mais ce calife régnant, pendant longtemps, n'a pas eu d'enfant. À vrai dire, il est resté auprès de son père. Les chroniques nous disent que le père de ce calife régnant, lui-même régnant, bien entendu, le calife Abdelrahman III, avait donc pour son fils, qui s'appelait Al-Hakam, une passion tout à fait exclusive. Et alors qu'il avait laissé ses 5 ou 6 autres fils, d'un très très grand nombre de femmes, hein, le harem était considérable de plusieurs dizaines de femmes, il avait laissé la plupart de ses fils s'établir dans la ville de Cordoue, il avait gardé auprès de lui son aîné, hein, qu'il avait eu à l'âge d'une vingtaine d'années, hein, donc il y avait une vingtaine d'années de moins que lui, Al-Hakam, et donc cet Al-Hakam ne s'était jamais marié,
qu'on disait même qu'il avait plus de goût pour les garçons que pour les filles et qu'il ne se marierait jamais. En tout cas, son père en était persuadé, et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il en est venu à l'heure de sa mort, Abdelrahman a disposé non seulement de sa propre succession, mais de la succession de son fils. Il a dit à Al-Hakam, tu vas me succéder, bien entendu, tu seras calife, mais après toi, ce sera ton très jeune frère, qui a presque 35 ans de moins que toi, Al-Murayla, qui te succédera. C'est mon fils préféré, c'est un enfant encore, si il était assez grand, je lui confierais le califat, mais il n'est pas encore assez grand, et tu lui serviras en quelque sorte de tuteur, ton règne se prolongera jusqu'à ce qu'il soit adulte, et il deviendra calife après toi. Rompez, hein, je veux dire, c'est assez autoritaire, hein, puisque ça interdisait totalement, en principe, au calife Al-Hakam, qui devient en effet calife après son père, d'avoir un enfant. Mais la vie suit son cours, et Al-Hakam avait déjà 46 ans, si je compte bien, 46 de nos années, de nos années solaires, lorsqu'il devient calife, donc c'est un homme d'âge, il n'a pas d'enfant, mais à partir du moment où il est calife, il a des esclaves, bien entendu, il a un harem, même s'il ne s'en sert pas beaucoup, et l'une des femmes de ce harem en vient lui plaire beaucoup. C'est une esclave d'origine basque, semble-t-il, hein, qui s'appelle Sobre, c'est-à-dire en gros l'aurore ou le lever du soleil en arabe. Et donc cette femme, dont on dit qu'elle se déguisait en garçon pour plaire davantage au calife Al-Hakam, qui avait plus de goût pour les garçons que pour les filles, cette femme réussit à avoir un enfant du calife. Elle en a même deux. On dit que Al-Hakam en était tellement passionné qu'il avait de goût pour aucune autre femme de son harem. C'est la seule avec laquelle il a eu un enfant. Le premier enfant meurt en bas âge, comme il arrive assez souvent à cette époque, et le deuxième enfant survit, donc il s'appelle Hicham. Il est né en 965, lorsque la pixie d'Al-Murayla est exécutée, en 968. Cet enfant a 3 ans, Al-Murayla a 18 ans. Le calife commence à vieillir, il est assez évident qu'il ne vivra pas assez longtemps pour que son fils soit adulte. Hein, et donc, normalement, le pouvoir doit passer à Al-Murayla. Mais Sobre fait tout ce qui est nécessaire, en se constituant évidemment un parti dans la cour, hein, puisque elle est indispensable au calife, et qu'on veut plaire à la favorite pour plaire au calife, elle se constitue un parti dans la cour pour faire en sorte que son fils devienne l'héritier à la place d'Al-Murayla. C'est très difficile, parce que le califat, en principe, ne peut pas appartenir à un enfant. Hein, il faut être adulte pour être calife. À vrai dire, l'Orient donne déjà des exemples contraires. Hein. Il y a eu un calife, sinon enfant, du moins adolescent en Orient, il avait 14 ans, Al-Muqtadir. C'est presque le seul exemple qu'on connaisse en Orient, et puis le califat abbasside est désormais sous tutelle en réalité. Donc ce n'est plus tout à fait un modèle. Et donc les résistances sont fortes. On voit bien à travers les textes, les chroniques qu'on a de cette époque, et qui sont par chance parmi les plus fournis, que la cour se divise entre ceux qui pensent que ça ne tiendra pas, qu'on risque la catastrophe, hein, et donc il faut s'en tenir à la décision prise par Abdelrahman. Il faut qu'Al-Murayla devienne le calife, et ceux qui militent pour le nouveau cours, en quelque sorte, c'est-à-dire qui veulent plaire à Sobre et à Al-Hakam, c'est-à-dire ton fils, Hicham, peut être calife. Il a 8 ans, il a 9 ans, ça ne fait rien, il est tellement doué, il est tellement génial, ce qui n'est évidemment absolument pas vrai, qu'il peut devenir calife, il a la maturité pour être calife. Alors voilà, la mort d'Al-Hakam se précise, il est de plus en plus malade, et il est visiblement au bout du rouleau. Sobre décide, avec l'aide du Premier ministre du calife, et surtout avec l'aide de son, de son favori,
hein, c'est-à-dire de l'homme qui gère sa fortune. Hein, il y a là une fortune qui lui a été évidemment offerte par le calife, mais en tant que femme, elle ne peut guère sortir du harem, donc guère administrer ses biens. Hein. Et cet homme est l'homme qui administre ses biens. Hein, il s'appelle Ibn Abi Amir, et c'est sur lui et sur le Premier ministre qu'elle va s'appuyer pour éliminer Al-Mughira. Elle a une chance considérable, c'est qu'évidemment le calife va mourir à l'intérieur du palais, donc elle en sera l'une des premières informées, et donc elle a le temps d'agir, et le temps d'agir il est extrêmement simple. Le calife meurt dans la nuit, dans une nuit, au petit matin, Al-Mughira est arrêté et il est étranglé dans sa maison même, ce qui prive le parti d'Al-Mughira de candidats. Il n'est pas nécessaire d'exécuter massivement les membres de ce parti, ils le seront, mais un peu plus tard, hein, petit à petit, on s'en débarrassera petit à petit, il suffit de les priver de candidats. Hein. Et donc la pixie d'Al-Mughira a quelque chose d'extrêmement tragique, doublement tragique en quelque sorte, d'abord parce que celui pour lequel elle avait été faite, qui est un prince héritier, va disparaître dans des conditions tout à fait tragique, hein, mais aussi parce que l'homme qui exécute Al-Mughira, c'est donc ce Ibn Abi Amir, l'homme de confiance de Sobr. C'est celui qui va prendre petit à petit le pouvoir. Il va changer de nom, on l'appelle Al-Mansour ensuite. Hein. C'est l'homme des grandes expéditions militaires contre le nord chrétien de la péninsule ibérique. Petit à petit, il va se débarrasser de ses complices dans le coup d'État, parce que c'est un coup d'État évidemment, hein, de la matinée de la mort du calife Al-Hakam II. Il va même se débarrasser de Sobr. En prenant avantage du fait que lui, il est un homme, il peut commander les armées, et elle est une femme, et ne peut évidemment ni sortir du palais, ni commander les armées, et il va tenir le petit calife Hicham, au nom duquel il gouverne, en tant que hajib, dit-on, c'est-à-dire en tant que chambellan, hein, il va le tenir dans une espèce de minorité éternelle. Hein, lorsque Ibn Abi Amir meurt en 1002, après 24 ans de pouvoir absolu sur l'État, Hicham a 37 ans, et pratiquement il n'est jamais sorti de son palais. Hein. Il a été tenu pratiquement prisonnier par Al-Mansour et Ibn Abi Amir. Et l'éclatement d'Al-Andalus, qui va déterminer le régime des taïfas au XIe siècle, tient en grande partie à cette histoire, c'est-à-dire que, en fait, la dictature qu'Ibn Abi Amir, dictature victorieuse, hein, en particulier par ses expéditions contre le nord chrétien, qu'Ibn Abi Amir impose à l'Andalus, sera d'autant moins acceptée qu'elle a commencé sur un meurtre, hein, et que ce ne sera jamais oublié. Hein. Lorsque Ibn Abi Amir meurt, il transmet son pouvoir à ses propres enfants dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que le même calife, Hicham II, passe sous la tutelle des enfants d'Al-Mansour, l'aîné d'abord, puis l'aîné meurt, c'est le cadet des fils d'Al-Mansour qui prend le pouvoir, pour quelques mois seulement, une révolution éclate à Cordoue menée par les Omeyyades, par la famille des Omeyyades, qui renverse le pouvoir du dernier fils d'Al-Mansour, et celui qui va exécuter le fils d'Al-Mansour, hein, abandonné de tous, en particulier des membres berbères, des mercenaires berbères de son armée, c'est le fils d'Al-Mughira. Étrangement, Al-Mughira, quand il est mort, avait 27 ans environ, hein, il avait déjà un enfant. Et cet enfant, 40 ans plus tard, prend la revanche de la mort de son père en assassinant le fils de celui qui assassinait son père. Donc un objet qui est représentatif à la fois de la complexité de ce califat omeyyade de Cordoue, et en même temps on est à une période de la fin de l'apogée, hein, totalement. C'est l'acmé et en même temps la chute. Hein, presque en même temps. Mais Gabriel Martinez-Gros, on vous remercie. Alors, sachant pour toutes les personnes qui ont écouté qu'on retrouvera donc des photographies de cet objet, une bibliographie complète sur le site internet de la PAG. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.